Bon comme ça? Oui, parfait. Oui, ok, parfait. Ok. Euh, il faut que je dise ça, Clarinette? Je vais juste le montrer, c'est correct? Oui, c'est correct. Ok. Voilà, fait qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est nous. Alors, ben Sonia, veux-tu te présenter? Oui, alors bonjour. Je m'appelle Sonia Vigneault. J'ai été proche aidante de mon fils qui a été suivi à la clinique JAP, justement, jeune adulte psychotique, au CHUM de Montréal. Et avec du recul, de l'expérience et une formation à la QRP, je suis dorénavant devenue la parrain aidante famille à la clinique. Euh, je travaille avec Claire-Hélène et Geneviève, justement. Depuis? Oui, depuis 2 ans déjà. Le temps passe Ah! vite. Oui. Oui, vraiment. Puis, ben, c'est ça, moi, je suis travailleuse sociale Geneviève Gagné, puis je travaille à la clinique JAP au CHUM depuis 2010. Puis, je suis responsable de toutes les interventions pour les membres de l'entourage des jeunes qui sont suivis à la clinique. J'ai aussi la chance de faire l'intervention systémique familiale avec Dr. Marc-Claude Bellil depuis plusieurs années là, à la clinique JAP, là, depuis 2011-2012, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça, en gros. Mais je travaille beaucoup avec les parents aidantes, les parents aidants famille. C'est valoriser l'expérience vécue dans le réseau de la santé fait partie de mes missions, tout comme la sécurisation culturelle. Euh, Juste en débutant, mais là, on a très, très peu de temps, fait qu'on fait plusieurs raccourcis pour vous délivrer notre petit message. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous avez envie qu'on en jase davantage ou si vous voulez qu'on vous envoie des références. Mais simplement pour mettre la table sur quelques prémices à partir desquelles nous, on travaille. Mais d'abord, dans mon parcours de passer le message de l'implication des proches en santé mentale, je trouve ça important d'emblée placer avec vous que, bien sûr qu'il est clair pour Sonia autant que pour moi, que malgré qu'on va toujours ramener les proches, ça reste toujours au clinicien, à la clinicienne de juger quel est le bon moment, quel est le bon niveau d'implication des proches. Puis bien sûr qu'il y a des situations où les relations familiales ou les relations avec les proches peuvent être compliquées, puis peuvent guider nos décisions de ne pas impliquer les proches ou de moins les impliquer à certains moments, puis c'est correct. Mais par ailleurs, le message qu'on veut passer, c'est que c'est important d'entretenir une pratique réflexive constamment parce qu'on peut effectivement avoir des biais inconscients qui vont faire qu'on va choisir de ne pas impliquer des proches ou de moins impliquer puis d'en impliquer certains autres davantage. À titre d'exemple, ce qu'on a remarqué à la clinique JAB, c'est que les proches qui venaient dans nos groupes d'éducation psychologique, tu sais, qui sont démontrés comme l'intervention numéro un pour améliorer le pronostic des jeunes, ben, c'était surtout des mamans blanches universitaires classe moyenne. Tu sais, 95%, c'était ça notre chiffre 2018-2020. Mais ça démontre que le lien avec ces proches-là, ben, est plus facile, plus évident pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est des proches qu'on implique davantage. Fait que c'est juste de faire attention. Qu'est-ce qui fait que des fois, ça va être plus difficile d'impliquer certaines personnes, puis d'aller un peu au-delà ben c'est ça, travailler à déjouer nos biais, bref. Parce qu'on sait, comme je disais, là, d'impliquer les proches, ça améliore le pronostic des personnes qui sont suivies dans nos services, puis ça, c'est démontré là, autant en santé mentale que pour les troubles concomitants. Euh, Puis que, en fait, les proches se reconnaissent la plupart du temps, en tout cas, en pédopsie, en premier épisode psychotique aussi, au début, comme pas des personnes dont on doit prendre soin. Ils s'identifient même pas comme des proches, ils s'identifient comme des parents, ils s'identifient comme des frères, des sœurs. Fait qu'ils vont pas demander de l'aide pour eux-mêmes, elles-mêmes, ils vont pas réaliser, en fait, le besoin d'aide. Donc, euh, il faut faire attention de ne pas les référer au suivant puis s'assumer que quelqu'un d'autre va prendre soin d'eux et d'elles parce qu'ils ne le demanderont pas probablement. Fait que d'avoir cette responsabilité-là partagée, en fait. Puis ça va un peu dans le sens, on va vous en reparler à la fin, mais de toute la philosophie du guide d'implication des proches en santé mentale là, qui est sorti l'année dernière. Puis, ce qu'on a vu à la clinique JAP, surtout, mais ça revient dans la littérature, ça revient dans le guide aussi, tu sais, c'est que les besoins des proches à la base, c'est pas si compliqué que ça, hein, mais c'est vraiment d'être reconnu,
de se reconnaître puis d'être reconnu par le système de santé, d'être validé puis d'être outillé. Tu sais, comment je parle avec mon proche, comment je parle de médication, comment je parle de s'activer, puis d'être orienté, comment je navigue le système, à quelle porte je cogne. On parlait tantôt du jeune qui a besoin de comprendre qu'on décode pour lui le système, puis les services, ben, les proches aussi, ils ont vraiment besoin de ça. Euh, Puis la confidentialité, ben, c'est l'éléphant dans la pièce quand on parle de travailler avec les proches, surtout dans un contexte 14 ans et plus, dans le fond, là. Puis cette diapo-là, si je l'avais travaillé avec Julie Coulombe, qui est une autre par aidante de famille d'expérience avec qui j'ai le plaisir de travailler. C'est une diapo qu'on présente aux proches aussi pour un peu ramener, en fait, cette complexité-là, mais qui appartient à tout le monde, dans le fond. La question de la confidentialité, autant aux patients, aux proches qu'aux professionnels aussi. Puis c'est bien de se ramener là-dedans parce que souvent, comme professionnel, on peut avoir l'impression de porter ces enjeux-là un peu tout seul, puis c'est vraiment lourd, puis d'être pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Mais il faut se ramener aussi au fait que pour les proches aussi, c'est compliqué aussi. Puis les proches aussi, des fois, ils vont hésiter à divulguer des choses à l'équipe. Puis là, on va dire, ben, les proches retiennent de l'information, ils nous disent pas tout. Mais des fois, ils sont pris dans les mêmes enjeux que nous, en fait, de loyauté face à leur gène. Puis encore hier, moi puis Sonia, on était dans un groupe avec des proches, puis ça revenait toute la lourdeur des familles d'avoir à appliquer des mesures légales, tu sais, faire appel aux policiers. Fait qu'ils sont pris dans les mêmes enjeux que nous, puis eux aussi. Tu sais, nous, on dit, ben, on a besoin de la confidentialité, de protéger la confidentialité ben, pour la loi, évidemment, mais aussi pour protéger notre alliance avec le jeune, ben, les parents aussi. Fait qu'on est tous un peu pris là-dedans, fait que c'est important juste de garder en tête cette complexité-là. Puis, on n'a pas le temps d'en parler davantage, mais je veux juste vous ramener, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ce travail-là qui a été fait par l'équipe de Marie-Hélène Morin, là, qui travaille au Cyrus, sur des repères sur le partage d'informations en santé mentale. Ils ont écrit un article, c'est vraiment super intéressant. C'était toute une démarche là, de co-construction avec les différentes parties prenantes. Là. En fait, c'est trois, les jeunes, les familles, les intervenants. Puis, c'est des repères qu'ils nous donnent qui sont vraiment intéressants pour travailler autour de la confidentialité. On voulait vous donner l'exemple, je te donne la parole, Sonia, pour donner un exemple sur comment justement cette idée-là de trajectoire systématique, c'est justement l'idée, ben, comment on peut essayer de pas partir de les proches qui nous appellent puis qui sont demandeurs ou les proches qui naviguent bien le système puis avec qui on travaille facilement, mais d'essayer d'impliquer systématiquement tout le monde dans l'entourage des jeunes. Fait que c'est un exemple de comment nous, on le fait à la clinique JAP. Ben justement, comme dit Geneviève, c'est juste un exemple de comment on fonctionne. C'est que depuis que je suis à la clinique, depuis 2 ans, je fais des appels systématiques aux jeunes qui ont un proche au dossier. Mais justement, on parle pas juste de la maman blanche. J'essaie de rejoindre le plus de monde possible. Quand je fais un appel, je demande aussi, y a-t-il quelqu'un d'autre que je pourrais appeler, un frère, une sœur? Des fois, c'est un coloc, des fois, c'est un conjoint, l'ami, de l'ami, du conjoint, de la conjointe. On essaie de ratisser large pour essayer de trouver le plus de monde qui peuvent soutenir la personne à la clinique. Suite à ça, il y a un questionnaire qui est envoyé aux proches. Je vais laisser Geneviève ensuite parler du questionnaire parce qu'elle a travaillé très fort dessus. Et une infolettre qui est envoyée à tous les proches. Donc, une fois qu'on a leur courriel, on envoie l'infolettre avec tous les groupes de soutien qu'on offre, avec beaucoup d'explications de c'est quoi la psychose, des podcasts à écouter, pour les outils le plus possible, parce que moi, je sais qu'en tant que proche, plus que tu as d'informations, plus que tu sais à quoi tu fais affaire, mieux tu peux soutenir ton proche après dans le suivi, puis ça peut influencer positivement un rétablissement. Quand le proche, il sait de quoi on parle, ben il peut ensuite aider son proche. Ensuite, on offre des groupes de soutien, des groupes éducatifs, comme vous le voyez. Une fois par mois, je fais des groupes de soutien. Puis maintenant, ces groupes-là ont des thématiques. Comme hier, Geneviève et moi, on faisait un groupe soutien qui était basé sur la communication. Donc, on leur donne des outils pour aider à communiquer avec leurs proches, parce qu'on sait qu'au quotidien, c'est super difficile des fois dans un cas dans des symptômes de psychose, comment communiquer, puis être comme parent adéquat, puis de pas pogner les nerfs, ou en tout cas, tu sais, de pas être trop découragé non plus. On essaie de les soutenir de cette manière-là. Puis on offre aussi
aussi, après chaque 3 mois, on a un groupe d'accueil qu'on appelle, où on accueille les parents. C'est un groupe en ligne sur Zoom qui donne aussi beaucoup d'informations sur le suivi à la clinique, le parcours de rétablissement du proche, tous les services qu'on offre, évidemment, et les questions qu'ils peuvent avoir au niveau de la médication et tout. Puis moi, suite à cet appel-là, ben, je peux ensuite, soit selon leurs besoins, leur reparler ou bien les aiguiller vers d'autres services comme la SQS, Amis Québec, qui est nos partenaires anglophones, et Arborescence pour des services plus psychosociaux. Et donc, qu'est-ce que ça apporte en fait la parrainance famille à la clinique? Ben, je vous dirais que je pense que le fait que je sois là, puis que j'ai vécu une expérience similaire à ce qu'ils sont en train de vivre, je suis capable de créer un lien de confiance rapidement avec les proches. Puis comme je leur offre ce soutien-là, ils se sentent moins seuls dans leur parcours. On se sent super seul, hein, comme parents, quand on a l'impression que ça nous arrive puis qu'on est seul au monde, là. Ils se sentent moins seuls, puis je suis capable de leur offrir de l'espoir en leur disant que le rétablissement, c'est long, puis que c'est un processus, puis il faut être patient et tout ça. Puis quand les proches, ils viennent, puis ils me parlent, puis ils sont plus ouverts ensuite, je leur enlève un certain poids, bien, ils sont plus disposés après ça à soutenir leurs proches, puis ils peuvent influencer donc plus positivement, je pense, le rétablissement, puis aussi faire équipe avec l'équipe. Tu sais, quand tu es plus disposé, puis que tu es moins dans l'anxiété de ce qui est en train d'arriver, puis que tu as des outils, puis tu comprends ce qui est en train de se passer, mais ensuite, tu peux vraiment mieux te positionner avec l'équipe, puis de suivre le rétablissement. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça? Je pense pas. Ben, on l'a dit tantôt durant le cas, mais les proches, ils sont là avant, pendant et après. Donc, c'est super important quand même de les impliquer. Hop, là, je me vois. De Ah les non, impliquer pardon. dans. Oui, c'est ça. Donc, faire partenaire avec les proches. Ouais. Ah non, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Peux-tu le Euh, mettre en bas, peut-être, le petit... je vais Ah, OK. recommencer. Je vais recommencer. On était rendu à toi de toute façon. Oui. Ben non, mais moi, ce que je voulais d'ajouter pendant que je suis en train. Ça marche-tu? C'est correct, c'est revenu. Là, oui. C'est qu'en fait, juste pour encore plus vendre le service de Sonia qui en fait ici précieux, puis on va en reparler après, mais tu sais, moi, Sonia, ce qu'elle voit, c'est tu sais, quand elle appelle les proches pour la première fois, là, le but, là, sa mission, c'est de leur demander comment ça va, puis de leur présenter les services de la clinique. C'est tout, tu sais. Puis ce que tu me dis, Sonia, c'est que la plupart du temps, ça dure 1 heure. Puis la plupart du temps, tu ne dis pas grand-chose. Tu fais juste les écouter. Mais ce moment-là où tu leur permets de ventiler, c'est tellement aidant, puis c'est tellement, tu sais, utile pour l'équipe, parce que ça fait que intervenante, après, quand on l'appelle, ben, le proche a déjà pu ventiler puis se faire valider. Fait que là, il est disposé à recevoir plus une intervention. Fait que la complémentarité, là, elle était extraordinaire. C'est vraiment, vraiment précieux. Euh, Puis, ben oui, c'est ça. Sonia vous parlait du questionnaire, fait que j'ai juste envie de vous en parler rapidement. On a travaillé à la Clinique JAP, on a eu la chance d'avoir, dans le contexte du financement de la mesure 48, là, pour ceux et celles qui sont au courant là, sur l'implication des proches en santé mentale, c'était 2023-2025. Là, il y avait des petites enveloppes par établissement. Puis nous, on a eu la chance de savoir attribuer. Puis on a travaillé sur, justement, dans cette idée-là de créer un pont systématique avec les proches. Comment on pouvait y arriver, puis en le faisant en co-construction avec les gens qui sont concernés. Comme je vous disais, on voulait un peu sortir de nos mamans blanches qu'on aime d'amour, qui répondent présentes, qui sont toujours là, mais d'essayer de voir comment on peut rejoindre tout le monde, en fait, pas seulement ces personnes-là. Donc, ça, c'est notre équipe de projet. Fait que comme vous voyez, on était quelques personnes dans le comité de pilotage, mais on avait surtout énormément de monde autour de notre écosystème de projet. Fait que dans des groupes consultatifs, un comité aviseur, fait que près d'une cinquantaine de personnes en tout qui ont été impliquées là, dans le projet, près de 70 rencontres qui ont eu lieu de co-construction. Puis notre mission, c'était vraiment justement de créer un questionnaire qui allait permettre de dépister les besoins des proches de façon systématique dans un but de sécurisation culturelle. Fait que vraiment,
encore plus en amont de Sonia, finalement, encore plus en amont de cet appel-là. On peut pas, je pense que cet appel-là, ce contact-là humain, il est extraordinaire, puis il est vraiment nécessaire qu'on peut avoir accès. Mais on voulait aussi avoir une autre stratégie qui était vraiment plus de dépistage. Fait qu'on a construit un questionnaire avec les proches concernés pour être capable d'aller explorer l'ensemble des besoins d'une personne, membre de l'entourage, quand elle arrive dans les soins. Puis ce qu'on a vu, c'est que c'est pour permettre de favoriser aussi la prise de conscience aux proches. Comme je disais, ils ne se reconnaissent pas comme proches, fait que de leurs propres besoins aussi. Puis ça, c'est super intéressant. Tu sais, les gens qui ont été impliqués dans la construction du questionnaire, ils nous disaient quand ils l'ont testé, ben, en fait, ça me permet de réaliser que j'avais des besoins que j'avais peut-être pas pensé que j'avais. Tu sais. Fait qu'il y a une vertu aussi un peu thérapeutique à ce questionnaire-là. Et puis, comme on a été chercher vraiment le plus possible une diversité des perspectives, ben, le questionnaire permet d'aller explorer différentes dimensions qu'on n'a pas nécessairement le réflexe ou le temps d'explorer quand on rencontre les proches, parce que souvent, quand on va rencontrer les proches, on va être dans une collecte de données qui est essentielle, mais on va avoir moins le temps de faire le tour de leurs besoins à eux. Fait qu'un exemple de ça, c'est leurs valeurs, leur modèle explicatif, tout le modèle explicatif de la maladie, toutes les croyances spirituelles, mais aussi les sentiments de sécurité. On a vu que dans le questionnaire, ça permet des fois aux proches de nommer qu'ils peuvent craindre pour leur propre sécurité, chose qu'ils vont peut-être être moins à l'aise de nommer en présence de leurs proches, par exemple. Euh, et puis, ben voilà. Fait que la structure du questionnaire, on part des besoins du jeune. Fait que ça, c'est intéressant. Plutôt d'avoir été chercher un questionnaire adapté là, d'autres contextes en proche aidance, on a vraiment construit notre propre questionnaire. Puis une spécificité, c'est que les proches nous ont dit, ben, ce qui est le plus important pour nous à la base, en fait, c'est de pouvoir dire à l'équipe aussi ce que nous, on comprend de la situation de notre proche, puis de se sentir entendu. Fait qu'on part vraiment du jeune pour se rendre aux proches graduellement. J'ai pas le temps de vous présenter tout le questionnaire, mais vous pouvez y avoir accès. Dans les diapos, vous aurez le lien vers notre site web, puis le questionnaire est disponible en version PDF. Euh, Puis il est aussi disponible un petit film qu'on a fait sur tout le processus de notre projet, fait que vous allez pouvoir prendre connaissance là, de toute la philosophie derrière. Puis nos proches voulaient léguer à tous les cliniciens, cliniciennes ces 5 petites questions-là. On se disait au-delà de tout le questionnaire, s'il n'est pas rempli, de la paire aidante, s'il n'est pas disponible, mais quelle est la plus petite différence qu'on pourrait faire? Fait que c'est dans notre équipe de projet, les proches vous proposent ces 5 questions-là, qui pourraient être des questions pour dépister les besoins des proches, qui peuvent se poser là, simplement quand on les rencontre. Donc, elles vont être aussi euh, disponibles dans le PowerPoint, vous les aurez, puis elles sont disponibles aussi en ligne dans notre guide qui accompagne le questionnaire. Puis sinon, ben, je vous en ai parlé au début, là, on est vraiment à vous donner des ressources en vrac. Je regarde là, on n'est pas pire aujourd'hui. Le guide, la plupart d'entre vous le connaissent probablement, mais je trouve ça bien de le ramener. Moi, j'aime dire que c'est un des bons coups de la CAQ. Je trouve qu'il faut les souligner. Vraiment, super beau travail qui a été fait de co-construction encore une fois. Dans le guide, il y a la section considérer, intégrer, outiller. C'est super complet quand on se pose des questions sur l'implication des proches en santé mentale. La plupart des réponses, ou en tout cas des ressources pour alimenter nos réflexions puis arriver aux bonnes réponses se trouvent dans le guide. Fait que je vous encourage vraiment vous le procurer puis à l'utiliser dans vos équipes si ce n'est pas déjà le cas. Et finalement, on vante la parodance famille. Moi, j'ai la chance de travailler avec Sonia dans notre équipe, mais dans toutes les régions du Québec, il y a des organismes communautaires. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, Sonia. Peut-être tu es plus... Ben non, écoute, c'est ça, il y a le Cap Santé Mentale, là, si vous avez envie ou besoin qu'un proche soit suivi en parrainage famille, ils peuvent vous guider dans les régions spécifiques là, du Québec. Mon Dieu, oui. Oui. Non, à chaque fois, je vais y arriver. Yeah! OK. Puis il y a aussi, bon, effectivement, la ligne d'écoute pour les proches qui est quand même assez utile. Il y a pas, les heures sont pas, c'est pas du lundi au dimanche 24 heures sur 24. Là, les heures sont écrites là, mais ça peut être un bel outil aussi à offrir aux proches là, qui ont besoin de ventiler ou parler de leurs inquiétudes. Là, c'est une ligne d'écoute avec plusieurs parrains en famille qui sont en ligne là, pour les besoins des familles.
Ça c'est toi, ça, Jen? Arborescence, dans le Oui, fond, c'est qui ont ça. fait un projet super intéressant. On parlait de sortir de nos mamans, mais pour les jeunes proches aidants, Mhm, exact. ils ont un service qui est plus en ligne, là, sont actifs sur Instagram, TikTok, etc. Donc, ça peut être une belle ressource aussi à proposer. Puis finalement, je te laisse Ben, poursuivre. l'indispensable, c'est, nous, on le met sur notre infolette, mais c'est un guide qui a été fait il y a très longtemps, en fait, hein, il y a peut-être au moins Mhm. 30 ans en co-construction avec la France, mais il est super bien vulgarisé pour les proches, tu sais, qui veulent essayer de comprendre c'est quoi les enjeux de santé mentale, c'est quoi les diagnostics, comment communiquer, comment lâcher prise, gérer son stress. C'est vraiment très, très bien expliqué puis vulgarisé. Et je le recommande souvent aux proches parce que c'est une belle lecture qui est simple mais super efficace. Voilà, puis il nous reste